Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 7-8 l'hebdo. Ravi de vous retrouver pour un tour d'horizon de l'actualité de la semaine dans le département. Tout de suite, les titres de ce vendredi 25 janvier. 50 000 passages par an en moyenne. L'hôpital privé de l'Ouest parisien est le deuxième service d'urgence privé d'Île-de-France. Il a agrandi son service des urgences. Pas de hausse d'impôts, des dépenses de fonctionnement maintenues et une volonté d'investissement. C'est ce qu'il faut retenir du budget des Yvelines voté ce matin par les conseillers départementaux, non sans débat sur la pression fiscale. Premier forum de l'emploi à Guyancourt, neige dans les Yvelines ou encore tension à la Verrière. Comme chaque vendredi, coup d'œil sur l'actualité de la semaine. Avant de débuter, les chiffres ont été révélés ce vendredi. Le chômage a reculé au 4e trimestre 2018 dans les Yvelines, moins 1,4% dans la catégorie A, une diminution équivalente à celle de l'Île-de-France. Le conseil départemental a voté à l'unanimité le budget 2019 ce vendredi 25 janvier, un budget de près d'1,5 milliard d'euros avec des dépenses d'investissement dépassant les 419 millions d'euros consacrés au développement du territoire au niveau des transports, des collèges ou encore dans des projets de communes et un débat à propos de la fiscalité avec des amendements déposés par Yves Vandeval pour baisser le taux de la taxe foncière. Tous ont été rejetés. Écoutez Yves Vandeval, conseiller départemental et le président du conseil départemental Pierre Bédier à ce propos. Mes amendements, ils avaient essentiellement pour but de réduire le poids de la fiscalité que nous avions augmenté très fortement en 2016 et je souhaitais que l'on fasse un premier pas vers les contribuables qui aujourd'hui demandent plus de pouvoir d'achat et ce, en réduisant des dépenses, disons, superflues. Je n'étais pas d'accord sur le report de ces investissements-là et je considère que c'est toujours dangereux de s'en prendre à l'investissement parce que l'investissement, il s'adresse aux entreprises, c'est donc de l'emploi privé. Nous avons décidé, parce que nous arrivons à tenir nos dépenses de fonctionnement, donc les dépenses de personnel, toutes les dépenses du quotidien, nous les maintenons au même niveau, même nous les baissons très légèrement par rapport à l'année précédente, donc on fait des économies, malgré des charges toujours accrues par l'État, eh bien nous maintenons notre fiscalité, c'est-à-dire il n'y aura pas de hausse du taux de fiscalité du département. La sécurité, enjeu important pour les citoyens. Hier après-midi s'est déroulée la cérémonie des vœux auprès des acteurs de la prévention et de la sécurité à Saint-Quentin en Yvelines. Le président de l'agglomération, Jean-Michel Fourgou, s'était entouré de plusieurs maires des communes voisines, mais également des organismes et services destinés à la sécurité, la police nationale et municipale, la gendarmerie, mais aussi des agents de sécurité privés ou encore des services sociaux étaient présents. Durant cette cérémonie, Jean-Michel Fourgou s'est notamment revenu sur le dispositif de sécurité mis en place lors de la Ryder Cup avec ses 3000 caméras de surveillance et drones. La sécurité demande de nouveaux moyens technologiques sur laquelle Saint-Quentin en Yvelines travaille. Écoutez le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La sécurité, c'est quand même une des premières attentes vraiment des Français et là-dessus, il faut qu'on donne notre contribution avec les très belles grosses entreprises que nous avons, que ce soit Airbus Sécurité Défense, Thales Sécurité Défense, Safran, Atos, plus les plusieurs centaines de PME qui sont des spécialistes de la sécurité. Donc il s'agit de faire travailler tous ces gens-là pour, bien sûr, que ça profite à nos acteurs de la sécurité terrain. Elles sont plus nombreuses en cette période hivernale. Les chutes sur les trottoirs glissants conduisent de nombreux Yvelinois aux urgences. À l'hôpital privé de l'Ouest parisien de Trappes, le service a d'ailleurs été rénové afin de mieux prendre en charge les patients. Immersion avec Aurélie Ronze. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes tordu la cheville ce matin? Pas de fracture, heureusement, pour ce patient admis aux urgences de l'hôpital privé de Trappes. Il devra néanmoins immobiliser sa cheville pendant près d'un mois. Les entorses sont assez fréquentes, traumatisme de sport, traumatisme par glissade actuellement avec les intempéries. Avec plus de 50 000 passages par an, le service des urgences a été rénové en juin dernier. La capacité d'accueil a été augmentée. L'accueil des patients a été repensé afin de réduire le temps d'attente.
Nous agissons sur toutes les étapes de la prise en charge, à savoir de l'accueil administratif jusqu'à la sortie du patient, en passant par l'infirmier d'accueil et d'orientation et la mise en place, chez nous depuis l'année dernière, d'un médecin d'accueil et d'orientation. Des écrans permettent d'en savoir plus sur les délais d'attente en traumatologie et en médecine. Une salle de radiologie est au cœur du service des urgences, ce qui permet aux médecins de rendre leur diagnostic plus rapidement. Bonjour. Exemple avec cette patiente qui a glissé sur une plaque de verglas en se rendant à son travail. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez un traumatisme du poignet avec une fracture qui est un petit peu déplacée. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais demander un avis à l'orthopédiste SOS-Main. Ça peut nécessiter une petite réduction bloc-opératoire. Des urgences rénovées qui permettent donc une meilleure prise en charge des patients, plus nombreux en cette période hivernale. Et nous devions recevoir en invité Romain Mariozul-Wolsny, médecin urgentiste à l'hôpital de Trappes. Il a eu finalement un imprévu d'ordre personnel. On passe donc tout de suite au reste de l'actualité de la semaine. Ça ne vous a pas échappé, il a neigé mardi dans les Yvelines. Il est tombé entre 3 à 5 cm de neige. Météo France avait placé le département en vigilance orange. Le reportage de Mickaël Elmidoro. La neige a fait son grand retour ce mardi 22 janvier dans les Yvelines. Entre 1 et 5 cm sont tombés dans la matinée sur le département. C'est de saison. Faut pas que ça continue trop, mais c'est comme ça quoi. Pour marcher, oui. Pour marcher, ça va être gênant, mais j'adore. Ça dure au moins 1 mois. D'autres, au contraire, n'étaient pas aussi enthousiastes. C'est très très compliqué, c'est très dur. On n'arrive pas à avancer. Du coup, c'est un peu le bordel. Faut aller très doucement. Faut faire attention au sol. Ça glisse beaucoup. Faut faire attention aux freins. Faut pas freiner fort. Faut freiner tout doucement. Des recommandations qui s'appliquaient également aux voitures. Certains automobilistes yvelinois n'ont pas pu éviter les dérapages dans les virages. Le trafic était notamment difficile sur les petits axes routiers. Ça glisse beaucoup, je viens juste de Versailles là et à 10 à l'heure. Ça va, je suis presque arrivée. Pour rendre la circulation la plus praticable possible sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, 12 déneigeuses ont réalisé chacune entre 30 et 40 km d'intervention sur les routes. Les opérations ont débuté à partir de 11h après une première sortie de prévention dans la nuit. C'est une journée exceptionnelle puisqu'on ne s'attendait pas autant de neige, sachant que nous, il faut qu'on puisse déneiger pendant que les véhicules ne soient pas là. Donc c'est pour ça, forcément, on détermine des fois des tranches horaires qui ne sont peut-être pas comprises par la population, mais en fait on prend des tranches horaires, c'est tout simplement pour pouvoir déneiger pendant qu'il y ait moins de circulation. Et les déneigeuses devraient de nouveau sortir dans les prochaines heures. De nouvelles chutes de neige sont attendues dans la nuit. Et malgré la neige, Guyancourt organisait mardi son premier forum de l'emploi. Particularité, les recruteurs étaient des agences d'intérim, des offres dans les secteurs de la restauration, du bâtiment ou encore de la logistique étaient proposées aux candidats. Le reportage d'Aurélie Ronze. Depuis plusieurs mois, Asdine, originaire de Guyancourt, est à la recherche d'un emploi. Après plusieurs expériences dans la vente, il est néanmoins ouvert à toute proposition que pourrait lui présenter cette agence d'intérim. Elle a pris mon CV, elle a pris un peu les informations qu'elle avait besoin de savoir sur moi. Et normalement, j'espère être recontacté à la fin de la semaine, normalement, comme elle me l'a dit. 6 agences d'intérim étaient présentes. C'est la première fois que la ville de Guyancourt organise ce type de manifestation. Objectif, permettre aux demandeurs d'emploi d'avoir un premier contact et d'échanger avec les recruteurs. Les agences d'intérim nous ont fait part effectivement de ce souci de pouvoir recruter quelquefois sur des postes soit pas hautement qualifiés mais des postes effectivement de maintenance. Et donc, mais il y a tout, il y a dans la restauration, il y a énormément de profils qui sont proposés aujourd'hui. Les candidats étaient invités à laisser leur CV auprès des agences, une démarche déjà bénéfique pour certains. J'ai eu une bonne surprise. Je me suis inscrite dans toutes les agences intérim qui correspondaient à mon domaine. Et le dernier, je pensais que c'était juste une formation, un accompagnement. J'y suis allée par curiosité et finalement, ils m'ont proposé un job. Ils vont envoyer ma candidature à un de leurs partenaires. Et je risque d'être contactée d'ici une semaine. Malgré la neige, le Forum de l'emploi de Guyancourt a attiré près de 150 personnes. De prochaines éditions pourraient suivre.
Est-ce le signe de tension à La Verrière? 13 élus de la majorité ont créé récemment leur propre groupe appelé Rassemblement des élus pour La Verrière au sein du conseil municipal. Ils se disent en désaccord sur certains projets avec la maire Nelly Dutu, notamment sur la nouvelle crèche dans le quartier d'Orly Park. Les précisions de Nicolas Dandry. Des vœux 2019 à La Verrière avec des élus absents peut être le signe d'une certaine tension. 13 élus ont créé au sein de la majorité le groupe Rassemblement des élus pour La Verrière le 12 décembre dernier. Parmi ces élus, l'ancien maire Alain Hajaj, contraint de démissionner en 2016 pour raison de santé et de céder son siège à Nelly Dutu. Ce qui se crée, c'est qu'il y a, sur certains sujets, on estime qu'on n'est pas entendu, qu'il y a un manque de concertation ou autre chose. Vous voyez ? Donc nous, notre démarche, elle n'est pas, comment dirais-je, on n'est pas dans une confrontation. Nous, on est constructif, on sera constructif jusqu'au bout et toujours force de proposition. Ce qui est sûr, c'est que sous Alain Hajaj, on n'avait pas ces couacs et ces petites tensions qui peuvent aujourd'hui exister. Voilà, sous Alain Hajaj, il y avait un liste qui était fort, rassemblé. À l'origine, le conseil municipal du 12 décembre dernier avec une délibération concernant la nouvelle crèche du quartier Orly Park. Des divergences au sein de la majorité concernant son emplacement qui entraînent la création de ce groupe. Sincèrement, moi j'en suis étonnée. Je prends acte de la création de ce groupe. On va se parler et puis l'idée quand même est de retourner aux élections unies parce que ce serait quand même dommage qu'avec tout ce qui s'est fait depuis 30 ans sur cette ville, notre opposant politique se serve de tout ça dans un panier, quoi. On espère surtout du calme, que les dossiers puissent avancer, que les esprits retrouvent la sérénité et la concorde pour cette nouvelle année. On prépare bien évidemment l'avenir, on a des projets, on a une équipe motivée, on a plein d'envie, plein d'enthousiasme. À l'approche de l'élection municipale de 2020, Nelly Dutu souhaite avoir des discussions sans exclure de se représenter. On prend maintenant la direction de Villepreux. L'entrée de la commune devrait être complètement reconfigurée d'ici 2025. Le projet prévoit notamment 250 logements ainsi qu'un grand parc urbain. Le reportage de Mickaël Elmidoro. C'était l'une des grandes annonces de la cérémonie de vœux de Villepreux. Le maire de la commune, Stéphane Mirambeau, a évoqué la création d'un nouveau quartier en entrée de ville. Le secteur s'étend du gymnase Alain Mimoun au lycée Sonia Delaunay. Au total, 19 000 mètres carrés vont être aménagés. C'est un projet qui est important parce que c'est une zone très emblématique. C'est une zone qui est centrale au niveau de la ville et nous voulions réellement que ce soit la vitrine de Villepreux. Quand on arrive, on veut que les gens se disent « c'est ça Villepreux et c'est là que j'ai envie d'habiter ». Après un an de concertation avec les habitants, le projet prévoit notamment la création de 250 logements et un grand parc urbain avec un kiosque, un jardin partagé, une aire de jeu pour les enfants et une grande pelouse. Donc il y aura un grand parc urbain, on peut l'appeler même le Central Park de Villepreux, et puis autour il y aura quelques immeubles très environnementaux, très verts aussi, et ça va participer à l'attractivité de la ville. Ça va terminer la ville car ça va être une zone qui va relier tous les quartiers entre eux. C'est un projet que nous avions pensé en 2008, on est content de l'avoir fait aujourd'hui avec tous les Villepreusiens. Des études de faisabilité financière et environnementale auront lieu cette année si tous les voyants sont au vert. Les travaux devraient débuter à l'horizon 2020 pour une livraison définitive prévue en 2025. Nous venons de lancer notre rendez-vous patrimoine. Tous les 15 jours, la rédaction vous déniche un lieu emblématique des Yvelines. Partons à la découverte de l'Arboretum de Versailles-Chevreloup, un parc situé entre le centre commercial Parly 2 et le château de Versailles, qui regroupe près de 2500 espèces d'arbres. Le site a été acquis par Louis XIV à la fin du XVIIe siècle et propose aujourd'hui des visites. Un havre de paix à quelques mètres du château de Versailles. Bienvenue à l'Arboretum de Versailles-Chevreloup. Ce vaste parc de 200 hectares recense 2500 espèces d'arbres venus du monde entier. L'histoire de ce lieu remonte à l'époque de Louis XIV. Le lien avec le château de Versailles, c'est que le domaine de Chevreloup fait partie du domaine de Versailles à l'origine. Le domaine de Chevreloup était en fait un domaine agricole qui a été acquis par Louis XIV à partir de 1685 et dans le but d'étendre son territoire de chasse. Donc c'était un domaine qui était cultivé encore par des fermiers dans le but de fournir des espaces pour le gibier.
Le site a officiellement été attribué au Muséum d'histoire naturelle en 1922, mais ce n'est que dans les années 1960 qu'il devient officiellement un arboretum. Le public pourra le visiter pour la première fois en 1979. Aujourd'hui, les curieux peuvent observer l'intégralité du site et y découvrir des arbres de toute taille. C'est bien la même espèce que le sapin de Noël qu'on a classiquement dans les maisons, donc un Picea abies, mais c'est une variété horticole naine, et celui-ci a maintenant 30 ans. Du plus petit au plus grand, l'arboretum abrite plusieurs séquoias américains plantés entre 1922 et 1925. C'est l'espèce la plus grosse du monde quand on compte son volume de tronc. Donc c'est des arbres qui peuvent atteindre 95 mètres dans la nature. Alors ici on a des arbres qui font simplement une petite vingtaine, trentaine de mètres, qui sont vraiment des petits jeunes, parce que c'est des arbres qui peuvent vivre plusieurs milliers d'années. L'arboretum abrite également depuis 1982 2000 m² de serre. Le site regroupe 5000 plantes et fait partie des 4 plus grandes structures de ce type en Île-de-France. Ici, on reconstitue des climats tropicaux secs et arides, tempérés ou des jungles luxuriantes. Ils ont toutes les conditions pour donner leur puissance, c'est-à-dire chaleur, humidité et lumière. Donc à partir de ce moment-là, vous avez une explosion de la végétation qui est digne de son biotope d'origine. Seuls des petits groupes peuvent visiter les serres chaque mois sur inscription. Les plantes sont principalement utilisées pour les recherches ou pour fournir des sites parisiens. Ici, Chevreloup, c'est 90% des collections végétales du Jardin des plantes de Paris. Donc il y a constamment des échanges qui se font, des plantes qu'on met à maturité ici et qu'on envoie après dans les grandes serres du Jardin des plantes de Paris. Mais certains trésors sont conservés précieusement ici. C'est le cas de ce cactus qu'on retrouve seulement en Amérique centrale et dans la cordillère des Andes. C'est une très belle agave qui a un reflet un peu gris bleuté, un volume assez exceptionnel. Elle attire l'œil d'une façon assez extraordinaire. Il s'y plaît aussi, hein, la preuve, hein. C'est qu'il a trouvé sa place et il est tout à fait adapté à notre climat versaillais, sous protection. En 2018, l'arboretum de Versailles-Chevreloup a attiré près de 23 000 visiteurs du mois d'avril à novembre. Un trésor du patrimoine yvelinois encore caché qui gagne à se faire connaître. Un mot de culture à présent. Pour sa nouvelle exposition, la Commanderie a fait appel à un photographe. Artiste associé jusqu'en 2020, Dan Ramaen s'est interrogé sur le corps et le mouvement. Une vingtaine de clichés décryptent et décomposent les gestes, notamment ceux de la danse. Le reportage de Mélanie Poquet. Capturer un instant, un mouvement, 26 clichés sont rassemblés autour de la danse principalement. Dan Ramaen s'est attaché à plusieurs compagnies en résidence ou en représentation avec la mission danse de Saint-Quentin en Yvelines. L'idée c'était de croiser aussi les artistes que nous programmons et puis les rencontres se font ou ne se font pas et là ça s'est fait. Il se trouve que notre partenariat avec la mission danse, ça a été de faire qu'il puisse rencontrer des chorégraphes. Donc il a rencontré plusieurs chorégraphes, il a assisté à plusieurs spectacles. Avec ses photographies, Dan Ramaen entre au cœur du geste et de l'impression qu'il laisse. Son exposition est le résultat d'une rencontre avec les équipes de la Commanderie. C'était une carte blanche, donc ça fait 1 an qu'il y travaille et je ne pouvais pas préjuger du résultat plastique puisqu'il s'agissait d'expérimenter corps et mouvement. Donc ça pouvait être corps-mouvement, corps en mouvement, corps. C'est lui qui a choisi. Comme il a expérimenté plusieurs choses, il y a des choses qui sont floues, il y a des choses qui sont extrêmement précises, extrêmement nettes, et ça donne un ensemble hyper cohérent. Et c'est une partie de la réponse à la question, aux questions qu'il s'est posées lui. Avec ces clichés, le temps semble suspendu. Le mouvement laisse comme une trace fantomatique pour à notre tour s'interroger sur l'empreinte qu'on peut laisser. Et pour d'autres idées de sortie, rendez-vous sur notre site pour le replay de l'émission Loisirs. L'actualité dans le reste de l'Île-de-France avec nos confrères de Via Grand Paris. Je vous propose aujourd'hui de s'évader. Partons à l'île d'Adam, dans le Val d'Oise, où sera le plus grand port fluvial d'Île-de-France d'ici 2020. Regardez. À l'horizon du premier semestre 2020, ce plan d'eau devrait ressembler à ça, une marina.
Créé à l'Isle-Adam sur un ancien étang, ce port fluvial sera le plus grand d'Île-de-France. Une zone de plus de 8 hectares avec un plan d'eau capable d'accueillir plus d'une centaine de bateaux de 6 à 20 mètres, entouré de près de 400 logements et d'une dizaine de commerces. Un projet qui amènera à la ville près de 1000 habitants supplémentaires. Pour que le projet voie le jour, il fallait qu'il embrasse parfaitement la vocation de la ville, qui est une ville d'eau, qui est une ville touristique, qui est une ville aussi commerçante. Et c'est important d'avoir des projets d'envergure pour permettre aux villes moyennes, aux villes petites et moyennes que sont les nôtres, de se développer, de continuer à avoir des belles infrastructures, de continuer à développer l'activité commerçante, la vie associative. Voilà, c'est ça la vocation et c'est ça l'objectif de ce projet. Pour le groupe Eiffage, le maître d'ouvrage et l'aménageur du projet, la création de ce port n'a pas été un long fleuve tranquille. Entre la réticence des propriétaires à vendre leur terrain, des démarches administratives complexes, un sous-sol pollué transformé en décharge dans les années 80 et contenant, en plus, des obus de la Seconde Guerre mondiale, la construction du port va prendre du retard. Prévue initialement pour 2016, la marina ne verra le jour que 4 ans plus tard. Ce projet a nécessité 10 ans d'études et de travaux pour sortir de terre. Ça illustre bien la complexité du montage des grandes opérations d'urbanisme en France. Il y en a d'autres opérations qui sont bien entendu plus simples que celle-là, mais il faut être patient et acharné pour arriver à sortir ce type de projet. Le projet final ne comprend pas que la marina. Sont prévues des zones piétonnes, des pistes cyclables, ainsi qu'une nouvelle zone nature. Créée en remplacement de celle détruite par la construction du port, ces zones humides, constituées de mares et d'espaces boisés, devraient à terme accueillir une plus grande biodiversité. Il vient tout juste de fêter ses 41 ans et il est à l'affiche cette semaine de Yao. Le natif de Trappes, Omar Sy, est aujourd'hui à l'honneur de notre rendez-vous hebdomadaire Ça s'est passé, préparé par Wilfried Ricci, montage Romain Rouspini. Mon nom c'est Yao. Tu viens d'où? Canel, Moseta. Je suis parti tout seul. C'est où? 387 km. Tout seul. Et comment tu vas rentrer? Je sais pas, Moseta. Ça s'appelle comment ta ville déjà? Canel, Moseta. Je t'emmène. Dis-moi patron, elle est où la terre de tes ancêtres? Aucune idée. C'est pas grave, on va trouver. Non, j'ai un avion demain soir moi. Il est où? D'abord on va manger. Mais non, je t'ai dit, moi je dois être à Dakar demain soir, j'ai un avion. Ça se sait pas. C'est lui qui nous a plantés, t'as bien vu? Oui, mais j'avais fait à manger. Ça se sait pas. Bon allez, mets ta ceinture. Il y en a pas. Je suis né et j'ai grandi à Trappes, à côté, de 50 ans en Yvelines. Voilà, même si désormais vous vivez à Los Angeles, on l'a vu il y a quelques instants pour l'avant-première, le public trappiste vous suit avec attention. Oui, je reviens souvent ici à SkyWest avec mes films et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des salles toujours bien pleines avec un public qui me réserve un superbe accueil à chaque fois. Et je suis très reconnaissant. Omar Sy jouait à domicile ce mardi soir. L'enfant de Trappes de retour à Saint-Quentin en Yvelines pour la présentation de son nouveau film de l'autre côté du périph'. Les gens qui sont proches de moi valident le film, sont contents du film. Moi, ça me donne aussi la force et encore plus de force, encore plus de courage pour le défendre le plus possible, quoi. L'ancien trappiste Omar et son collègue du service après-vente Fred auront passé toute une après-midi avec ses collégiens de Montfort-l'Amaury. C'est la seconde fois que les deux humoristes s'engagent ainsi pour l'association Ella. C'est une fête qui est pas gratuite, quoi. C'est une fête qui en plus de passer une bonne journée, de rencontrer quelques enfants, ça permet aussi de récolter quelques dons pour l'association Ella. Donc ça fait c'est double effet. On fait jamais assez parce qu'il y a des bénévoles qui sont là et qui le font toute l'année. Nous on le fait assez ponctuellement parce que on est pris par le travail et que voilà on n'a pas forcément le temps tout le temps. Donc déjà ça c'est un engagement lourd. Et après il y a des événements assez ponctuels. Comme aujourd'hui, où si on peut venir, quand on peut, on le fait avec plaisir, quoi. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. Quand on tend un micro à moi, Omar Sy, qui vit à Los Angeles, qui vit aisément, on pose la question sur la banlieue aujourd'hui. J'ai quitté Trappes il y a 20 ans. C'est à moi que vous posez la question. Il est déjà là le problème.
c'est que si c'est à moi qu'on pose des questions sur la banlieue, on va jamais le résoudre. Allez-y et posez-leur la question. Les jeunes, ils sont là-bas, ils n'attendent que ça, qu'on leur tende un micro et qu'on leur donne la parole. C'est important pour toi de revenir à tes sources, à Trappes, pour encourager un petit peu les jeunes et leur remettre, leur montrer que bien que tu aies réussi, tu viens quand même leur apporter un peu de ton expérience. Ouais, c'est important d'être là, c'est important d'être là déjà pour eux, c'est important d'être là aussi pour Papy, c'est surtout important pour nous. C'est important pour nous de revenir, il y a un côté nostalgique, il y a un truc qui est bien, c'est de revenir, de voir tout ça, de ressentir des trucs. Tu vois, il s'est passé plein de choses pour nous aussi dans cette salle, donc c'était bien aussi, il y a plein de symboliques, il y a plein de bonnes raisons de revenir. Toi t'as un scoop, ça y est, bah, tu peux éteindre, c'est bon, le sujet il est fait là. T'as ton sujet, non? Là, ton sujet il est fait. Dernière information avant de refermer ce journal, soyez prévoyants. Samedi, la gare de Trappes sera fermée toute la journée. La SNCF rénove le revêtement des quais afin notamment de faciliter la circulation des personnes à mobilité réduite. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Retour de l'information lundi dans le 7-8 journal dès 18h. Passez un excellent week-end.